Bonjour, je suis Herveline et je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle série de La Petite Voix. À circonstances à nouveau exceptionnelles, épisode exceptionnel, comme lors du premier confinement, j'ai demandé à mes invités de nous faire part de leurs réflexions à propos de cette situation inédite que nous traversons, histoire de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté pour envisager les choses autrement, de rester ancré, bref, de respirer tout simplement. Chaque matin, vous retrouverez donc un nouvel invité pendant quelques minutes, comme autant de petites bouffées d'air quotidiennes. Dans quelques temps, bien sûr, la petite voix reprendra son cours normal avec des entretiens de thérapeutes, mais pour l'instant, je vous propose tout simplement de respirer. Allez, on prend une longue inspiration. La petite voix respire. C'est reparti! À quelques jours de Noël, Thomas d'Ansembourg revient dans La Petite Voix. À l'image d'autres invités qui nous ont fait le plaisir de revenir pour nous aider à traverser cette crise sanitaire dans la série Respire, il vient nous apporter un peu de douceur et de bons conseils. Il nous avait éclairé en octobre sur son parcours et la communication non violente. Aujourd'hui, il vient nous dire comment cette approche peut nous aider à bien vivre ces fêtes dans cette ambiance si particulière. C'est vraiment un cadeau qu'il nous fait aujourd'hui, alors savourez-le comme tel. Merci beaucoup Thomas de nous aider à nous reconnecter à la magie de Noël et belle fête à tous. Bonjour Thomas, merci beaucoup de revenir dans La Petite Voix. Bonjour Evelyne, merci de m'accueillir à nouveau. Eh bien, je vous en prie, je suis ravie de vous accueillir cette fois-ci pour notre série Respire. C'est vraiment comme un cadeau là que vous nous faites. On est à quelques jours de Noël, donc c'est formidable de pouvoir vous parler à nouveau et de vous entendre pour avoir votre regard sur cette période pour le moins exceptionnelle que l'on traverse, cette année qui se termine. Donc oui, pour commencer, on peut le dire, cette période nous a pour le moins malmenés et testés. Et je voulais savoir un peu quel regard vous portiez là-dessus. On voit combien notamment notre santé mentale a été mise à mal. Quel regard vous portez-vous sur tout ça? Je propose de réfléchir de l'individuel vers le collectif. Dans nos vies individuelles, nous changeons de vie par intuition que notre vie ne correspond pas, que nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas alignés sur notre élan de vie et nous sentons le profond appel à en changer. Petit à petit, nous mettons en place un processus de changement pour nous réaligner. C'est ce que j'ai eu la chance de faire personnellement. Et, toutefois, parfois, il y a des signes qui nous indiquent que notre vie ne nous correspond pas, mais nous voulons pas voir ces signes, nous en sommes distraits et la vie vient nous secouer à ce moment-là assez souvent. C'est par un accident, une maladie, un licenciement brutal, parfois même un divorce, enfin un deuil douloureux qui vient nous secouer pour nous réveiller d'une certaine endormissement. Je dis pas toujours, mais assez souvent, quelque chose dans la vie vient nous indiquer qu'il est temps de nous réveiller. Alors je pense que si l'on peut passer de l'individuel au collectif, c'est ce qui nous arrive collectivement. Nous étions assoupis dans notre société d'hyperconsommation, d'hyper-extraction, d'hyper-course contre le temps. Et tout d'un coup, la vie vient nous dire, bah, écoutez, on va chambouler tout ça pour vous rappeler vos vraies priorités. C'est la vie qui prévaut, la vie en vous, la vie autour de vous, la vie dans la nature. Et on va réapprendre à respecter ça. Ah, c'est très joli, c'est une très très belle manière effectivement de l'envisager. Mais alors, j'entends ce que vous dites et évidemment, moi j'ai envie d'y adhérer. Malgré tout, on peut aussi se dire que tout ça n'a pas provoqué que des émotions agréables. Il y a eu, je sais pas, de la colère, du ras-le-bol, de la déprime dans certains cas. Est-ce que comment ces émotions-là sont-elles compatibles ou non avec la communication non violente dont on a parlé ensemble lors de notre entretien diffusé en octobre? Bien sûr, l'épreuve, qu'elle soit dans la vie individuelle, personnelle ou dans la vie collective, n'est jamais accueillie avec joie dans le moment où on la vit. Absolument, la personne qui perd un proche, qui est licencié, qui passe par un moment de burn-out ou de dépression ou subit une maladie, eh ben, dans l'instant, elle n'est pas heureuse de ce qui lui arrive. Hmm. Toutefois, j'évoquais ça dans mon bouquin sur le bonheur. Ce n'est pas parce que je ne suis pas heureux de ce qui m'arrive dans l'instant que ce qui m'arrive n'est pas heureux dans la perspective, Hmm. dans la continuité.
Et j'ai pu voir dans mon accompagnement de thérapeute que bien des personnes qui ont pu traverser une épreuve et en tirer les leçons avec lucidité, bien sûr n'étaient pas heureuses au moment de l'épreuve, mais par la suite ont pu reconnaître combien ça les avait éveillées, combien ça les avait ancrées, combien ça avait réaimanté leur boussole pour clarifier vers où je vais, quelles sont mes vraies valeurs et comment est-ce que je les mets au monde. Et donc, pour moi, c'est précieux d'accepter les inconforts comme une occasion de transformer nos vies. Et en quoi la communication non violente peut être aider à ça? Ben, bien sûr, en accueillant toutes ces émotions. La communication non violente est un langage de décodage des émotions en termes donc de sentiments et de besoins, tant pour mieux nous comprendre nous-mêmes et rester centrés entre nos peines et nos joies, entre nos doutes et nos moments de confiance, entre nos insécurités et nos moments de force intérieure. Nous avons besoin d'apprendre à rester centrés pour ne pas être submergés par une partie de nous. Quand j'ai peur, je n'ai pas que peur. Quand je suis en colère, je ne suis pas que colère. Donc, c'est vraiment un exercice de centrage que la CNV nous permet de faire. Et puis, bien sûr, ça nous permet de rester à l'écoute des sentiments et des besoins des autres et donc de garder la conscience du groupe, la conscience du nous. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous revenez assez souvent et c'est intéressant pour vous, en fait, ce travail dont on entend souvent parler comme de développement personnel, c'est en fait un développement pour notre communauté, puisque si on se soigne soi-même, si on prend soin de soi, on prend soin des autres. Oui, pour moi, absolument. Ça fait longtemps que je ne fais pas du développement dit personnel. Pour moi, je contribue à ce qu'on peut appeler du développement social durable. Toute personne qui s'intéresse à elle-même, qui se pacifie, qui soigne ses blessures, qui démantèle ses vieilles croyances négatives, qui nettoie ses projections sur les autres, sur la vie, etc., et qui devient donc un être plus centré, plus conscient, plus responsable de sa propre vie, et sert la vie communautaire. Elle fait du développement social durable en étant un citoyen qui est plus bienveillant, plus engagé, plus créateur, plus solidaire. Et ça, je le vois depuis 25 ans. J'en ai fait un livre qui s'appelle Du je au nous. En travaillant mon je me mets au service du nous. Et le sous-titre, c'est l'intériorité citoyenne. Notre vie intérieure sert à notre vie citoyenne. Et la fin de la phrase est mettre le meilleur de soi au service de tous. Pour pouvoir mettre le meilleur de moi au service de tous, il s'agit que j'apprenne à le connaître, donc à le rencontrer, donc à me côtoyer, donc à développer ma vie intérieure. Et donc, ce que vous nous expliquez là en filigrane, c'est que cette crise du Covid-19 qui nous oblige à être comme ça, un peu coincés chez nous, etc., c'est une invitation à se reconnecter à nous-mêmes. Ah, je le vois vraiment comme ça. Et j'encourage bien sûr ceux qui nous écouteront à le voir comme ça, à se dire, ce n'est pas confortable comme circonstance, tous les programmes sont chamboulés, dans beaucoup de pays on est confiné, moi je vis en Belgique, on n'a pas beaucoup d'occasion d'avoir des contacts, Noël se passera en tout petit comité, ce qui est vraiment contre nos plus vieilles traditions. Et bien, comment est-ce que nous pouvons utiliser cette contrainte comme un laboratoire de travail sur soi et de compréhension, d'écoute et d'attention aux autres? Nous sommes ramenés par les circonstances à l'essentiel, à vivre l'essence de notre être. Et c'est sans doute une occasion exceptionnelle d'affiner la conscience d'être en vie, d'être vivant et de célébrer la vie. Du fait de cette raréfaction, pas beaucoup de distractions, pas beaucoup de grandes sorties, pas de grandes fêtes communes, eh bien, allons à l'essentiel. Donc ça veut dire quoi? Essayer de trouver des petits moments de bonheur ou de grâce dans des choses très simples, prendre le temps d'observer la nature, par exemple. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Notamment, bien sûr, prendre le temps d'observer la nature. Le premier confinement qui s'est passé, bien sûr, au printemps, a été pour beaucoup l'occasion de contempler la majesté du déroulement du printemps. Beaucoup de gens ont écrit sur ce thème en disant, pour une fois, je suis à la maison, je peux voir l'arbre qui est sur la place du village ou mon jardin ou le parc de ma ville et y aller tous les jours et voir tous les jours l'évolution lente et magnifique de la nature. Cette fidélité de la nature est incroyable et je sais que beaucoup de gens ont été touchés de réaliser, nous sommes chamboulés, nous autres humains, mais la nature, elle est au rendez-vous et de façon éclatante. Eh bien, nous sommes là en période d'hiver. C'est aussi l'occasion de s'émerveiller et de cette période d'endormissement où tout se recueille,
On sait bien que l'hiver est nécessaire pour régénérer la terre, éliminer sans doute les insectes en surnombre et faire en sorte que le printemps soit possible. Et donc, nous pouvons accompagner ce mouvement par un moment où nous recueillons nos morceaux, nos parties, nos déchirements, nous recousons notre nous intérieur. C'est vraiment une occasion de faire un passage d'apaisement et d'éveil à l'essence de la vie. Le confinement nous a mis aussi en proximité avec la mort, quelque chose qui avait été pas mal évacué depuis la guerre. On a fait tellement de progrès, on est dans une telle stabilité que on s'attend à ce que le programme soit stable, l'agenda reste le même, on a une carrière presque toute faite devant soi, enfin assez souvent. Et donc la mort est un facteur d'incertitude qu'on veut même pas voir. Or, tout d'un coup, le confinement et l'épidémie nous amènent l'incertitude au quotidien dans notre vie, avec notamment cet enjeu de la proximité de la mort, si pas pour nous, en tout cas pour certains de nos proches. Et ça vient nous secouer pas mal. Et je pense que ça, au moins, se bénéficie, bien sûr, avec beaucoup d'empathie pour les personnes qui sont concernées directement par le deuil ou la souffrance, beaucoup d'empathie pour ces personnes, sans aucun doute. En même temps, un petit rappel qu'effectivement, la vie n'est pas éternelle, qu'elle n'est pas un dû, elle est un don. Et nous avons vraiment besoin d'honorer ça chaque jour, chaque matin, honorer la vie en soi, honorer la vie dans notre conjoint si on est en couple, dans nos enfants, chérir la vie, chérir la chance de se réveiller, chérir la chance de prendre un petit déj ensemble, chérir la chance de les emmener à l'école, chérir la vie. Et ça, j'ai vraiment à cœur que nous puissions tirer parti de cette contrainte pour en faire une véritable opportunité. Bon, en tout cas, vous le présentez de manière à vouloir y croire absolument, oui. Moi, je me pose une question par rapport au fait comme ça de revenir sur soi, d'être coupé du monde. Votre dernier ouvrage s'appelle « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes, je ne sais pas, quand on a 20 ans aujourd'hui et qu'à cet âge-là, on a besoin de vie sociale, c'est comme ça qu'on se construit. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à eux? Beaucoup les écouter et comprendre leur détresse sans les moraliser et sans essayer de les raisonner, accueillir la tristesse, la détresse. Et comme vous le savez peut-être, les gens qui pratiquent la communication non violente perçoivent assez vite que nos besoins ont plus besoin d'être nommés, identifiés, reconnus que satisfaits. Ça peut paraître très bizarre lorsqu'on entend cette phrase sans connaître la CNV. Cependant, je le vérifie depuis 25 ans. Porter notre attention à des besoins qui n'ont pas l'occasion d'être satisfaits, ça leur permet de vivre, d'être entendus et de nous, passez-moi l'expression, de nous foutre un peu la paix. Ils se sentent moins rejetés, ils se sentent acceptés, ils font partie de la famille intérieure et donc ils veulent bien patienter. Si j'écoute aujourd'hui mon besoin de revoir mes amis, de festoyer, de trinquer, de prendre une bonne bière ou un bon verre de vin avec une joyeuse tablée d'amis, si j'écoute ce besoin, je le chéris, je chéris les amis à travers eux, ça donne droit à cette partie de moi d'exister et en même temps je sais que je vais pas pouvoir le faire avant quelques semaines, peut-être même quelques mois, mais au moins ça permet à cette partie de moi d'être en vie. Eh bien, ce type d'écoute intérieure permet souvent de traverser la difficulté avec malgré tout confiance et conscience dans notre capacité de résilience. Donc en fait, ce qui est intéressant dans la démarche que vous proposez, c'est vraiment d'accepter, d'accueillir, par exemple, cette frustration-là, de ne pas pouvoir partager ce moment avec les amis. Il faut surtout pas la réprimer, en fait, c'est ce que vous nous dites. Au contraire, il faut l'accueillir et presque l'embrasser. Absolument, vous l'aurez perçu. Si nous voulons avoir une attitude non violente avec nous-mêmes, nous n'allons rien réprimer, nous allons écouter. Et écouter toutes les parties de nous, ça ne veut pas dire qu'on va y faire droit, bien évidemment. Et ça vaut pour la colère, bien sûr. Quand on travaille la colère en communication non violente, une des clés magnifiques proposées par Marshall, c'est d'accueillir Marshall Rosenberg, le fondateur, c'est d'accueillir toutes les images de colère qui nous viennent pour faire au moins droit à l'envie d'agresser, de faire passer l'autre par la fenêtre ou de lui faire bouffer sa poubelle. Nous avons ces images quand nous sommes agacés sur quelqu'un. Et le fait d'accueillir intérieurement les images, ça permet d'une part de ne pas passer à l'acte, parce qu'on a vu que l'image était bien là et qu'on aurait pu peut-être passer à l'acte si on se retenait pas. Et ensuite, ça permet de mettre le curseur au bon endroit. Quand j'ai des images de destruction de l'autre, de le faire passer par la fenêtre ou de l'écraser avec ma voiture, je ne peux plus dire que je suis juste un peu contrarié ou un peu agacé dans cette situation. Je dois absolument reconnaître, en cessant d'être gentil et en étant vrai avec moi, là, je suis vraiment en colère et il est temps que je m'occupe de ma colère pour éviter précisément le passage à l'acte et pour que j'utilise cette puissance qu'est la colère de façon transformante.
Et c'est comme ça qu'on apprend à faire une colère non violente. On utilise la force de la colère pour transformer les choses et non pas pour agresser qui que ce soit. Et donc, voilà, ça répond à votre question. Nous avons besoin d'écouter toutes les parties de nous pour en faire quelque chose de bénéfique, évidemment. Vous parlez d'ailleurs souvent d'une hygiène de conscience pour trouver la paix intérieure. Et je trouve le concept est très parlant. Est-ce que vous pouvez me redire un peu en quoi ça consiste? Oui, c'est une simple comparaison avec l'hygiène physique que nous avons instaurée dans nos vies il n'y a pas si longtemps. Moi, je vis dans l'Ardenne belge, qui est une région très rurale et forestière. Quand j'étais gamin, j'ai 62 ans, donc j'étais à l'école du village il y a une grosse cinquantaine d'années. Les gamins dans cette région rurale, ils n'avaient pas d'hygiène buccale. Beaucoup d'enfants avaient perdu leurs dents ou avaient vraiment des chicots dans les dents, comme on voit dans des pays vraiment en voie de développement aujourd'hui. C'est surprenant, c'est pas si vieux, hein. Et il n'y avait pas de salle de bain dans les fermes. Les gens partageaient une bassine d'eau chaude le samedi soir pour être propre pour la messe du dimanche. Et je ne vous parle pas du Moyen-Âge, hein, je vous parle d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, dans ce même village où j'ai gardé la maison familiale, eh bien, tout le monde se brosse les dents. L'hygiène buccale est entrée partout dans toutes les maisons. Et dans toutes les maisons, il y a des salles de bain, souvent très confortables, parce que c'est devenu un enjeu du bien vivre. Et donc, on a fait, sur le plan de la santé physique, un bond considérable en 50 ans, ce qui est rien pour l'histoire de l'humanité. Et donc, je pense que sur le plan psycho-spirituel, nous allons intégrer dans les années qui viennent, peut-être même déjà dans les mois qui viennent, une hygiène psycho-spirituelle. Ces deux enjeux se combinent, aussi régulière, aussi méthodique que l'hygiène physique que nous avons intégrée, qui nous fait brosser les dents le matin et le soir, prendre des douches régulières, changer de vêtements, nous coiffer, nous raser, etc. Et ce, par nécessité, parce que nous sentons bien que nous avons besoin de développer une force intérieure, un ancrage, je dirais même, et c'est le cas en période d'épidémie, une immunité par rapport aux difficultés de la vie. Et pour ça, nous avons besoin d'apprendre à nourrir notre psychisme de belles et bonnes nouvelles. Physiquement, nous n'allons pas manger des nourritures avariées avec des dates périmées et proches de la décomposition. Nous savons bien que c'est nécessaire de manger du sain, du vivant, si possible du bio quand c'est accessible, du local, du proche de la terre, de la nature, parce que nous savons bien que notre santé dépend très largement de ce dont nous nous nourrissons. Eh bien, notre santé psychique est du même ordre. Elle dépend énormément de ce dont nous nous nourrissons. Si je ne me nourris que de mauvaises nouvelles, si je ressasse mon passé tragique, si je garde le doigt sur chacune de mes blessures, et évidemment, ma vie est malheureuse et pénible, tant pour moi que pour les autres d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment une hygiène sociale que d'apprendre à penser ses blessures, nettoyer les bobos, sortir des traumatismes, tourner les pages ou peut-être même jeter l'ancien livre pour apprendre à être un citoyen qui est heureux et qui met le meilleur de soi au service de tous. Ça peut paraître rude ce que je dis pour les personnes qui sont dans l'épreuve pour le moment. C'est vraiment un encouragement à faire confiance, qu'il y a une capacité à se transformer en chacun de nous qui est aussi considérable qu'ignorée la plupart du temps. Cette capacité est là et je souhaiterais que nous puissions en prendre conscience et l'utiliser. Cette hygiène de conscience-là dont vous nous parlez, Thomas, vous en parlez aussi pour ces jeunes que vous évoquez dans votre dernier livre, en expliquant qu'on aurait intérêt à les éduquer, soit en tant que parents ou dans les écoles, à cette hygiène de conscience. Bien sûr, et d'ailleurs je vois que beaucoup de jeunes sont plus conscients, plus discernants, peut-être même plus responsables que bien des adultes. C'est quand même un phénomène exceptionnel que de voir aujourd'hui avec la génération Greta Thunberg, des jeunes dévaler en foule dans la rue pour demander aux adultes d'être responsables, en leur disant s'il vous plaît les adultes soyez un peu conscients, soyez un peu raisonnables, lâchez vos utopies, vos rêves de croissance économique exponentielle alors que la planète est ronde et que les ressources sont forcément limitées, redescendez un peu dans le réel. Je pense qu'on n'a jamais vu ça en masse comme ça. Et que donc tout d'un coup, il y a une inversion de la responsabilité. Et c'est pour ça que mon livre nous invite invite les adultes à vérifier est-ce que notre vie fait sens et est-ce qu'elle fait un sens durable et est-ce qu'elle fait envie. Est-ce qu'en nous voyant vivre, les jeunes se disent c'est super d'être adulte, j'ai envie d'être adulte, c'est engagé, c'est cohérent, ça fait des choix, ça sait faire des deuils, ça sait faire des renoncements, ça sait se remettre en question et donc j'aime cette autonomie et cette puissance, j'ai envie d'être adulte rapidement.
Je crains que malheureusement, Hmm. par endormissement, par anesthésie dans des routines, pas mal d'adultes se soient écartés de ce qui faisait sens pour eux et de ce qui faisait envie quand ils étaient jeunes. Et donc, mon livre est une invitation, sans aucune culpabilisation, bien sûr, jamais de culpabilisation dans mon travail, une invitation à se responsabiliser dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, pour pouvoir traverser cette période de transition qui est bien sûr secouante. D'ailleurs, je voulais en venir là pour terminer notre entretien, mais on est là à quelques jours de Noël. On va quand même vivre une période de fête très particulière. Comment, à travers des outils de CNV par exemple, on peut malgré tout garder un peu de cette magie de Noël? Ah, de nouveau, en puisant dans cette ressource inépuisable dont nous parlent toutes les traditions et qui est la vie intérieure. Noël, bien sûr, Ouais. pour les personnes qui sont dans la tradition chrétienne, c'est une très très grande fête, mais pour toutes les autres personnes qui nous écoutent et qui sont dans d'autres traditions ou qui n'ont pas de tradition spirituelle particulière, c'est quand même une belle fête de la lumière, de la résurgence de la lumière, du changement de saison, de la réouverture vers le printemps petit à petit. C'est la nuit la plus longue en principe et nous avons donc l'occasion de retrouver la lumière intérieure et donc de justement utiliser cette fête qui amène beaucoup de gens dans une certaine intimité à se dire mais est-ce que je peux être en plus grande intimité avec moi-même, avec ma lumière intérieure, avec ce qui fait sens pour moi et comment le mettre au monde pour être davantage rayonnant et ajouter ainsi une vibration joyeuse au monde, une couleur encourageante au monde. Je le vois vraiment comme une occasion de nous transformer. Dans la tradition chrétienne, on parle l'invitation du Christ principale, c'est la métanoïa, c'est la transformation profonde, c'est son invitation qui a été mal traduite. Elle a été traduite en convertissez-vous, ce qui n'est pas le cas. C'est transformez-vous, transformez votre être, retrouvez le sens profond de votre être. Et Ah, convertissez-vous est très très limité comme idée parce que pas tout le monde se convertit à la religion, mais tout le monde a besoin de se transformer personnellement pour s'éveiller. Et je crois que c'est profondément ça le message du Christ, qui est un message spirituel et non pas religieux. Et nous avons donc l'occasion de saisir cette période pour nourrir cette transformation intérieure. en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous expliquez là est complètement l'écho du début de notre entretien, où vous expliquez que ce Covid nous invite à peut-être mettre de côté la course après, dans laquelle on était, dans notre travail ou après les biens de consommation, etc., pour se recentrer sur nous-mêmes. Et là, ce moment très particulier de Noël nous y invite d'autant plus. Noël, on l'associe aussi à ces cadeaux, voilà, encore une fois, à cette idée de consommation. Et puis là, en fait, finalement, le cadeau, il est peut-être tout simplement à l'intérieur. Ah, clairement, si nous pouvions déballer ce cadeau, ce trésor intérieur que chacun porte, et bien, ce serait emballant, si vous me permettez ce jeu de mots. c'est une, c'est une belle manière de le dire. Et pour finir justement sur ces fêtes, on l'évoquait tout à l'heure, s'il y a bien un moment de l'année où on a envie d'être avec les personnes qu'on aime, ce sont les fêtes de fin d'année. Donc, comment malgré tout réussir à se relier à ces personnes-là avec lesquelles on ne pourra pas être physiquement? Je crois profondément depuis tant d'années que je pratique cela au pouvoir de l'empathie. Avoir de l'empathie pour les personnes qu'on n'a pas l'occasion de voir physiquement, mais pouvoir, grâce à la technologie, quand même avoir un contact et même les voir sur un écran, ce qui change quand même beaucoup par rapport au téléphone sans vision. Avoir au moins cet échange de regards, cet échange d'émotions par les yeux, par le silence que l'on nourrit ensemble. Ça rejoint ce qu'on a évoqué, nous avons évoqué un petit peu plus tôt, avoir de l'empathie pour les jeunes qui voudraient sortir, retrouver les copains, reconnaître leurs besoins, Mm. même si on n'a pas l'occasion de le satisfaire, c'est déjà une très très grande occasion de connexion, de lien. On va nourrir le lien au-delà des contacts physiques possibles. Et j'ai acquis cette conviction, bien sûr, et beaucoup des gens qui nous écoutent en sont certainement convaincus que indiquer son amour, nommer son amour, poser des questions qui rejoignent, qui relient, reconnaître la tristesse ou la solitude de l'un ou de l'autre, c'est justement sortir de la solitude.
Reconnaître le désarroi de quelqu'un ou sa solitude, ce n'est pas remuer le couteau dans la plaie, c'est créer du lien, c'est brancher la prise pour que le courant passe. Et nous avons donc besoin d'oser pouvoir dire à la grand-mère qui est seule, tu te sens seule, tu aimerais tellement qu'on se revoie, tu es un peu triste parce que tu aimes les fêtes et que tout le monde soit autour de toi. Reconnaître là où la personne est. Et vraiment, ça peut paraître contre-intuitif par nos éducations de bons garçons, bonnes filles qui essayent de consoler et qui auraient plutôt tendance à dire mais c'est pas si grave, tu sais, on se reverra bientôt. D'ailleurs, je suis là, regarde, je suis au téléphone. Souvent, nous argumentons pour avoir raison et consoler ou conseiller l'autre. Et ça nous coupe. Alors qu'à l'inverse, rejoindre l'autre en disant t'es triste, tu aimerais tellement qu'on soit avec toi, tu te sens seul et tu aimerais retrouver la belle tablée familiale, reconnaître ce que l'autre vit, rejoindre l'autre là où il est. Ça, c'est le pouvoir de l'empathie et qui est extrêmement rassemblant parce qu'au moins l'autre sent qu'on sait ce qu'il vit. Alors que quand on argumente pour consoler, l'autre dit bah tu comprends pas ce que je vis quoi. Et c'est ça, on l'écoute plus. On l'écoute plus, on s'écoute soi, on se gratifie soi d'être le bon sauveur ou la bonne sauveuse qui donne les bons conseils et ça n'a pas l'air mais c'est malheureusement très égoïste. C'est pas de l'ouverture à l'autre. C'est intéressant. OK. Bon, eh ben écoutez, parfait, nous voilà parés grâce à vous pour traverser les fêtes avec plus de sagesse, plus de lumière. Donc, merci beaucoup Thomas de nous avoir consacré encore un moment à l'approche des fêtes de fin d'année dans cette série Respire. Avec plaisir et avec beaucoup d'amitié pour vous dans votre travail et pour toutes les personnes qui nous écouteront. J'aurai à cœur de les voir et que nous puissions sourire ensemble et nous ouvrir à ces changements nécessaires pour notre vie collective sur la planète. Donc, je salue tout le monde avec beaucoup de chaleur et d'humanité. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.